Francis Martin, bonjour. Bonjour. En quelques mots, pourriez-vous vous présenter? Francis Martin, je suis biologiste, on peut même dire microbiologiste, et directeur de recherche à l'INRAE, qui est l'Institut national de la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. En quelques mots, pourriez-vous nous préciser le travail que vous avez pu mener au sein de l'INRAE notamment? Comment résumer en 15 secondes 40 ans de carrière? Alors, l'arbre, j'ai passé ma vie à essayer de comprendre le fonctionnement des arbres. Et puis si on travaille sur les arbres, on s'intéresse à l'écologie, donc l'écologie des forêts. Et puis effectivement, plus de 40 ans, j'ai découvert que les arbres ne vivaient pas seuls, mais en interaction avec une multitude d'organismes, et en particulier des micro-organismes. Et parmi ces micro-organismes, les champignons. Donc je travaille essentiellement sur les interactions entre les arbres et les champignons qui sont capables de créer des symbioses. Et depuis quand date votre passion alors, ou en tout cas votre intérêt pour ces arbres et leur relation avec les champignons? Plus de 40 ans maintenant. Plus de 40 ans. En fait, j'ai débuté mon travail de DEA, diplôme d'études approfondies, ce qui existait avant le master, en travaillant sur les interactions entre le pin noir d'Autriche et les champignons mycorhiziens. Donc j'ai découvert ce monde incroyable et mystérieux, et secret, des interactions, des interdépendances entre le monde des arbres et le peuple des champignons. Et depuis, c'est tellement complexe que j'ai passé ma vie sur l'étude de ces interactions. Et au bout de ces 40 ans, quel est l'état actuel de la recherche en ce qui concerne justement la relation de ces champignons avec les arbres et inversement? Alors, on a appris beaucoup sur les interactions entre les arbres et les champignons, en particulier que les arbres et les champignons étaient capables de dialoguer, d'échanger un certain nombre de signaux, de molécules. Un langage a été établi au cours de plusieurs millions d'années d'évolution entre les arbres et les champignons. Et le champignon est capable d'interagir avec la racine, d'établir une interaction et de développer une structure coordonnée, une chimère entre la plante et le champignon, mais capable de fonctionner ensemble. En regardant votre parcours, quelle serait l'avancée la plus marquante pour vous et qui, d'après vous, contribue aujourd'hui à une meilleure connaissance du vivant Alors en 45 ans d'activité à l'INRAE, au sein d'une équipe, c'est pas uniquement Francis Martin. Francis, il travaille avec toute une équipe de chercheurs, de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens, beaucoup d'étudiants. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'il y avait vraiment un langage moléculaire entre les arbres qui s'était établi, entre les arbres et les champignons, et que le champignon libérait vraiment des molécules qui vont aller rentrer dans la racine, contrôler en partie le fonctionnement de la racine, de l'arbre, mais qu'en échange, l'arbre lui-même injectait des molécules dans les champignons qui vivent avec lui pour contrôler également le champignon. Donc on a des systèmes de rétroaction, de boucles d'interaction entre les arbres et les champignons. Et notre équipe, ce qu'elle a réussi à faire, c'est d'identifier un certain nombre des molécules qui sont utilisées, des mots qui sont utilisés par les arbres et les champignons pour se parler. Donc ce n'est pas un vocabulaire que les humains peuvent comprendre, mais on sait au niveau chimique, biochimique, moléculaire, comment ces deux êtres vivants fonctionnent. Et en quoi cette découverte va faire qu'aujourd'hui on va regarder différemment les forêts ou, vous voyez, en quoi cette Oui, parce que ce que ce travail montre, alors c'est pas le seul, mais il y a plusieurs laboratoires à travers le monde qui travaillent sur ces interactions entre les arbres et les champignons. Il ne faut pas oublier que les arbres et les champignons, c'est vraiment deux royaumes de la vie très différents. Les plantes ne sont pas des champignons et les champignons sont très différents des plantes. Et malgré tout, au cours de l'évolution, par ces interactions d'interdépendance, ils ont appris à coordonner leurs activités, à vivre ensemble. Donc déjà ça, c'est un concept extrêmement fort. Ça montre que des êtres vivants sur notre planète qui appartiennent à des groupes très différents sont capables de se parler, de coexister et de coopérer. Donc déjà ça, c'est un concept très fort. Aujourd'hui, vous continuez d'arpenter les forêts, notamment les forêts chinoises, du Yunnan et du Sichuan, et vous poursuivez vos recherches scientifiques. Avant de parler d'arborescence, pourriez-vous nous
nous dire quelques mots de ce travail que vous menez Oui, bah ces dernières années, en fait, après tout ce travail de recherche sur les mécanismes intimes très moléculaires de la vie entre les arbres et les champignons, qui permet l'interaction entre les deux, on a réalisé qu'en fait, il fallait essayer d'intégrer ça de façon plus globale et d'avoir une meilleure connaissance de l'écologie des forêts. Comment la forêt en tant qu'écosystème fonctionne. Donc évidemment, cette interaction champignon-plante est un de ces liens d'interdépendance. Mais il y en a bien d'autres. Les arbres interagissent avec les insectes avec les champignons, et pour comprendre ce mécanisme complexe, il faut étudier l'écosystème. Et on s'est dit finalement, il y a un écosystème qui est incroyable, c'est la forêt primaire, la forêt ancienne, celle qui permet pendant des centaines d'années à ces différentes communautés de vivants d'interagir. Et si on regarde en France et en Europe, on n'a plus de forêt primaire. Toutes nos forêts sont des forêts jardinées, aménagées. On n'a plus cette capacité d'étudier le fonctionnement des forêts anciennes. Donc il faut aller dans d'autres parties du monde pour étudier ces forêts anciennes, ces forêts primaires. J'ai des collègues qui vont en Patagonie, d'autres qui vont en Sibérie. Eh bien, avec mes collègues chinois, on étudie ces forêts du Yunnan, du Sichuan, les hautes vallées tibétaines, où on peut encore aujourd'hui trouver des forêts primaires. Donc on inventorie la diversité microbienne des champignons qui vivent dans ces forêts, et comment dans ces vieilles forêts, certaines ont plus de 600 ans, les arbres sont très très anciens, comment ces très vieux arbres, ces vénérables, interagissent avec le monde des champignons, mais on y va avec des outils de la génétique moléculaire, avec nos outils modernes qui nous permettent de recenser rapidement cette diversité d'êtres vivants dans les sols forestiers des forêts primaires. Aujourd'hui, vous vous tournez également vers le grand public, notamment avec la participation à de nombreuses conférences, comme aujourd'hui. Voilà, comme celle que vous allez animer ce soir. Vous avez aussi réalisé plusieurs livres grand public. Et également, vous avez intégré en 2024 l'association Arborescence, où vous occupez le rôle de vice-président et responsable du pôle sciences. Que pourriez-vous nous dire de ce nouvel engagement? Alors peut-être pas si nouveau que ça, mais en tout cas du temps que vous y accordez aujourd'hui et de l'intérêt que vous y portez. C'est vraiment un point important, parce que pendant des dizaines d'années, avec mon équipe, on a travaillé, les scientifiques ont tendance à travailler de façon au sein de la bulle du milieu académique. On se rencontre souvent entre les différentes équipes en France, en Europe, dans le monde. Donc c'est vraiment un milieu où nous aussi on interagit, on est en relation d'interdépendance entre scientifiques. Un jour on s'aperçoit que finalement toutes ces connaissances sont mal perçues ou ne sont pas comprises par le public. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, il y a plus d'une dizaine d'années, de commencer à écrire des livres de vulgarisation scientifique pour toucher le plus grand nombre et raconter les histoires incroyables de ce monde végétal et fongique. Raconter des histoires. Et là, évidemment, il y a des publics qui sont particulièrement importants, les enseignants, parce qu'ils ont un rôle de formation des plus jeunes, aujourd'hui où il faut vraiment essayer de faire une transition écologique, raconter ces histoires sur le monde vivant, faire que les jeunes gens, mais aussi les plus anciens, réalisent que les arbres, les champignons, si on ne les connaît pas, si on ne les nomme pas, si on n'est pas capable de les reconnaître, on ne peut pas les respecter. Peu importe s'ils disparaissent, puisque de toute façon, ils sont comme ça dans le paysage, on ne les voit pas. Et donc, voilà, interagir avec les enseignants, interagir avec les artistes. Alors pour moi, c'est quelque chose de relativement, fascinant de travailler avec les artistes, parce qu'ils ont une vision du monde qui est presque opposée à la mienne, qui est une vision d'un monde où tout doit être toutes les expérimentations doivent être reproductibles, obéissent aux lois statistiques. Donc j'ai une vision du monde qui est assez rigide. Et puis les artistes, eux, ils voient le monde de façon très différente, avec leur sens. Et donc cette collaboration avec les artistes, je trouve, elle est extrêmement intéressante sur le plan personnel, et elle me permet aussi, en interagissant avec les artistes, peut-être de toucher une autre partie, une autre frange du public, parce qu'ils utilisent des peintures, et qu'en voyant une peinture comme celle-ci, si on y met un peu de science, si on y met des racines, si on y met le monde souterrain, si on y met des mycorhizes, ces associations entre les arbres et les champignons, eh bien le message peut passer. C'est peut-être aussi ce qui vous a motivé à rejoindre Arborescence. Effectivement, tout à fait. Arborescence, c'est vraiment un creuset où on a à la fois des artistes, différents types qui utilisent différents moyens d'expression, et puis des scientifiques qui ont aussi des formations différentes, qui évidemment souvent autour de la forêt, mais pas que, et puis des philosophes,
et puis des formateurs. Donc tous ces personnes qui se rencontrent et qui apprennent à se connaître. Et nos vocabulaires sont très différents. Donc il y a toute une phase évidemment de construction, d'arborescence, d'échange. Mais je suis convaincu qu'on va arriver à faire des choses remarquables. Et rien que dans cet atelier, il y a plein de choses qui me fascinent. Là. Voilà, on voit une vision du monde qui est très différente, mais finalement qui exprime aussi une réalité biologique ou écologique. Le CAUE de l'Ain organise pour sa 2e édition la fête des arbres, donc ici à Arvières-en-Valromée. Donc c'est pour nous l'occasion de célébrer le vivant et les arbres en particulier. Mais c'est aussi pour nous le moment de promouvoir notre outil participatif qu'on appelle l'Observatoire des arbres. J'aimerais vous entendre sur cette fête des arbres, ou en tout cas sur cet outil interactif que vous avez pu découvrir, et là, quel intérêt vous y voyez? Ouais, c'est ce que je mentionnais il y a encore quelques instants. Il faut arriver à trouver des moyens, des programmes, des projets les plus ludiques possibles pour faire découvrir le monde vivant qui nous entoure. Et donc l'Observatoire des arbres, essayer de faire que les écoliers, ou encore une fois peut-être les adolescents, les lycéens, adoptent un arbre, reconnaissent un arbre dans leur commune, dans leur village, dans la forêt à côté. Ça va être un moyen pour eux de comprendre ce monde vivant, et s'ils le comprennent, s'ils apprennent à l'aimer, ils vont le respecter. Enfin, on peut l'espérer en tout cas. Et donc tous ces projets qui visent à mieux faire comprendre l'environnement des vivants, pour moi, c'est vraiment c'est fondamental. Si on n'aime pas, si on ne nomme pas, on ne respecte pas. Donc j'aimerais terminer alors sur une question qui concerne davantage le CAUE et le rôle que l'on a auprès d'un public assez élargi qui va du particulier à l'élu. Quel regard vous pourriez porter sur la place des arbres dans les espaces aujourd'hui aménagés ou en tout cas urbanisés, et peut-être d'après vos recherches ou tout simplement par rapport à votre sensibilité aux arbres, quels conseils vous pourriez donner à nous aménageurs sur la façon de considérer les Bien arbres? Sûr. C'est une question qui revient régulièrement, qu'on me pose de façon assez réitérée. Pour moi, c'est vraiment un point clé. Il faut absolument réenforester nos villes. Si on veut supporter les 40 ou 45 ou peut-être malheureusement 50 degrés que nos petits-enfants vont vivre dans les grandes métropoles françaises, européennes et même dans le monde, ce moyen de survie, ça va être d'apporter des arbres, essayer de prendre une partie de la forêt et de l'amener dans les rues, qui sont bien tristement dépourvus de ces arbres. Mais c'est compliqué parce que les arbres, les amener dans une ville, on leur donne un tout petit espace pour leurs racines, c'est comme les mettre en prison. Pour moi, les arbres qui sont dans les rues, c'est des malheureux. D'ailleurs, leur durée de vie est beaucoup plus courte que les arbres qui sont en forêt. Donc c'est beaucoup leur demander à ces arbres. Donc si on les ramène dans les villes, si on les installe dans les villes, il va falloir leur donner des conditions de vie beaucoup plus proches des conditions écologiques qu'ils rencontrent dans les écosystèmes naturels. Ça, c'est vraiment un point important. Augmenter le volume racinaire, choisir les bonnes espèces, parce qu'il faut qu'elles soient adaptées à un climat qui va changer de façon probablement considérable. Et la ville, encore une fois, est un milieu très stressant, pollution, chaleur. Mais en même temps, il faut que ces arbres ne provoquent pas d'allergie chez les citadins, les urbains. Donc c'est très compliqué. Le travail des paysagistes, là, est d'une complexité folle. C'est un travail indispensable, mais qui va être difficile. Aujourd'hui, en tant que scientifique, je serais bien incapable de proposer une liste, une vingtaine d'espèces à planter dans les villes du sud ou du nord de la France. Pour continuer sur cette question d'arbres en pleine ville, souvent on imagine des espaces très urbanisés, mais en fait on se retrouve aussi dans une urbanisation de ruralité, où en fait on est en campagne, en même temps avec cette question de pavillonnaire qui se déploie, et c'est aussi là où on essaye de pousser à ce que les arbres soient présents, même dans des territoires où justement l'arbre nous permet d'avoir l'ombrage nécessaire pour rendre habitable aussi les parcelles qui se déploient et qui viennent à accueillir de l'habitat de plus en plus de manière qui a été très dispersée.
Et là aussi, on aurait le même conseil. L'objectif, ça serait de les concentrer ou plutôt de diffuser. Quel regard vous avez sur ce... Moi, je pense qu'il est vraiment... pour moi, il y a une trame verte à respecter. Il faut donc pouvoir... l'idéal dans un espace, aujourd'hui, je pense, ce serait d'avoir évidemment la ville, vraiment le milieu urbain, qu'il faut reverdir, choisir des bonnes espèces, multiplier les parcs, multiplier les arbres dans les écoles, tous les parkings, etc. Il faut arriver à multiplier les arbres, là, ou les arbustes. Et puis après, en zone urbaine, dans les ceintures, là aussi, favoriser les trams qui vont vers les espaces plus naturels que sont les forêts jardinées, les forêts aménagées. Et puis, dans des régions comme celle-ci, par exemple, où il y a encore des forêts qui couvrent d'immenses espaces, et bien qu'il y a un lien entre ces forêts presque sauvages, en tout cas où il y a une plus grande naturalité, et la ville. Il faut arriver à avoir une mosaïque d'espaces verts qui s'entremêlent. Les haies jouent un rôle extrêmement important dans ce dispositif. L'agroforesterie peut jouer un rôle important. Donc entre l'arbre en ville, l'arbre dans les ceintures urbaines, l'arbre agroforestier ou haie, qui fait le lien avec les forêts domaniales ou les forêts aménagées des propriétaires privés, et puis à l'autre bout de cette trame, les réserves intégrales, où l'humain est interdit. En France, on peut se permettre ça. On peut se permettre d'avoir cette continuité du milieu forestier entre la réserve intégrale de montagne ou de zones protégées, et puis la ville. Ce serait l'idéal. Et quelqu'un qui monte sur sa bicyclette puisse partir du cœur de Lyon, ou de Bourg, ou de Nancy, et aller jusqu'aux réserves intégrales, en suivant ces voies vertes ou bleues, à jouer sur l'un ou l'autre. On n'est pas loin, on est loin de ça pour l'instant. Mais ça donne envie. Ouais, vous y travaillez. Et après, souvent, je pense à une autre question, on a encore un peu de temps avant que ça coupe. J'ai une autre question, pense à une autre question où, pas dans l'urbanité pure, mais là, dans les villages, on me dit oui, finalement, je vais planter des jeunes arbres, mais là, ces vieux arbres, soit ils sont dépérissants, soit ils sont mal placés. Donc, pour ma route ou pour mon parking, je le coupe, je n'ai pas de sujet. Et donc, nous, on a des fois pas tout à fait toujours, je pense, les arguments qui pèsent pour dire que qu'est-ce qui prévaut ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces vieux arbres, les jeunes arbres ? Il y a un débat en fait qui s'installe. Quand on a la chance d'avoir un tilleul de Sully du XVIIe siècle dans sa commune, on ne peut pas le couper. D'abord, c'est un être vénérable. Voilà, c'est un peu là poétique. C'est simplement, c'est un être vivant qui est extrêmement ancien. On ne peut pas se permettre, pour faire passer une route ou un chemin, de le couper. Et en même temps, c'est un îlot de biodiversité incroyable, c'est un refuge pour les chauves-souris, pour les chouettes, pour les insectes variés et divers. On ne peut pas couper ça, il faut absolument en faire des arbres remarquables, il faut il faut changer actuellement le problème du code rural, je crois, c'est le code rural. On peut couper tous les arbres, on ne doit pas avoir d'arbres à plus de 2 mètres d'une habitation. Et du coup, on peut couper tout ce qu'on a envie de couper. Il y a des milliers d'arbres qui sont coupés chaque année à cause de cet article du Code rural. Il faut le supprimer. Et puis il y a le côté, c'est pas un être, c'est un mobilier. Voilà, bien sûr, pour beaucoup de nos concitoyens, un arbre, c'est simplement un poteau. Ben non, c'est un être vivant. Et d'une complexité équivalente à un être humain. Quand on étudie, comme moi, sa biologie depuis plus de 40 ans, on s'aperçoit que les mécanismes cellulaire, tissulaire, la façon dont l'arbre vit, l'arbre se défend, l'arbre interagit avec le monde, c'est les mêmes systèmes que nous. Donc quand on abat un arbre, on abat un être vivant d'une formidable complexité. Alors s'il a en plus 400 ans ou 500 ans, il y en a encore des arbres comme ça dans nos communes, on devrait mettre le bûcheron qui ose le couper au pilori. Il y a du chemin encore à faire, mais il faut arriver. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'arboristes aujourd'hui, d'arboriculteurs, ceux qui entretiennent David Happ, par exemple, qui est breton et qui protège les arbres en Bretagne. Ils travaillent beaucoup pour ça, défendre les arbres, ces vieux arbres qui sont encore là. Merci. Merci. C'est super. Merci.